Bon, bonsoir, merci du coup pour l'invitation. Pareillement, je suis très heureuse d'être ici. Alors moi, je suis donc ingénieure agroalimentaire ayant bifurqué vers de la santé publique. Mais dans le domaine de la santé publique, je bifurque aussi par rapport à l'approche que la plupart des collègues ont. Et c'est ce dont je vais vous parler, donc à la fois de mes travaux de recherche, mais de ma posture aussi en tant qu'ingénieur et scientifique. Donc ça va un peu plus partir dans tous les sens que la présentation peut-être de Kevin. Et c'est pour engendrer de la discussion, enfin voilà, avoir vos retours, etc. aussi sur certains de vos questionnements. Du coup, je suis basée à l'université, enfin j'appartiens à l'université Paris-Cité, mais je suis sur site à Rennes. Le groupe avec lequel je travaille, on est basé en Bretagne. Et donc je vais vous parler des déterminants commerciaux de la santé, je vais vous introduire le concept, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors je ne travaille que sur financement public, ce qui est hyper intéressant et important quand on parle des lobbies industriels et de la santé, et je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et là, on a une page web du coup, parce que je vais vous partager beaucoup d'informations, mais sur notre site web, donc le groupe que j'encadre s'appelle Groupe de recherche santé et pouvoir. Et donc il y a pas mal d'infos là-dessus, il y a nos publications, il y a nos postures épistémologiques, etc. Je commence ma présentation du coup par un moment de réflexivité, donc qui je suis en tant que chercheuse et comment je me positionne. J'utilise le modèle de la pièce qui vient de Nixon, c'est une Canadienne et qui travaille sur ces systèmes d'inégalité. La pièce, en fait, c'est le système d'inégalité. Et alors dans la société, on a tous des privilèges, des oppressions, plus ou moins. Et donc en fait, on est soit plutôt au-dessus de la pièce, soit en dessous de la pièce. Il y a d'autres façons de voir les choses. Dans nos pays du Nord, globalement, on est beaucoup au-dessus, un petit peu en dessous. Et je vais vous expliquer par exemple quelques-uns de mes privilèges, quelques-unes de mes oppressions. Le problème en santé publique, ce qu'on a donc dans la relation, par exemple médecin-patient, mais même dans nos programmes de santé publique, dans nos actions de santé publique, on a tendance à se placer au-dessus de la pièce. Donc en fait, on est des chercheurs qui connaissons la problématique, qui avons potentiellement des solutions, et on va aider les gens en dessous de la pièce. Et en fait, on se base en tant que sauveur au lieu de questionner ce système. Et donc ça, c'est toute l'importance en fait des travaux que je fais, notamment, et c'est le pari. Enfin voilà, tous mes collègues n'ont pas forcément la même approche, mais dans les travaux que je fais, c'est un questionnement de ce système plutôt que de me baser comme sauveuse d'une population précarisée. En fait, moi, je me vois plutôt comme alliée de ces populations, et en fait, on va se libérer ensemble des oppressions. Enfin, qui nous touchent tous d'une façon ou d'une autre. Ça peut être le genre, ça peut être l'âge, ça peut être qu'on soit racisé. Enfin voilà, il y a plein d'oppressions en fait qu'on vit chacun à un moment dans notre vie ou toute notre vie. Et moi, le pari que je fais, c'est que ensemble, en fait, on peut tendre vers plus de liberté et une meilleure santé. Donc, alors moi, je suis valide, je suis cisgenre, je suis hétéro. Donc ça, ce sont plutôt des bénéfices et des privilèges dans cette société. Je viens de la classe populaire, donc en fait, en tant qu'enfant, je suis plus dans cette classe maintenant en tant que chercheuse et directrice d'un groupe de recherche. Mais je connais les maladies chroniques, je connais les addictions, enfin voilà, c'est des choses qui me touchent. Je suis racisée parce que je suis franco-mauricienne, donc je suis née dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, où je ne suis pas forcément bienvenue, alors que c'est ma terre de naissance. Et ma famille du côté de ma maman est de l'île Maurice, donc j'ai une double nationalité, ce qui veut dire que dans ma peau j'ai l'esclavage, j'ai des déplacements de population, mais je me sens aussi responsable en tant que Française de ce que mes ancêtres et puis cette population française a fait subir à mon deuxième pays. Je suis femme, donc j'ai eu 2 maternités, j'ai allaité, j'ai eu du coup des retards dans ma carrière parce que j'ai fait le choix de me consacrer à mes enfants pendant une certaine période. Donc je vis aussi ces systèmes d'oppression systémique dans ma carrière de chercheuse. Du coup, tout cela, en fait, ça a façonné mon intérêt pour la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, les inégalités, parce que je suis moi-même opprimée d'une certaine façon dans mon domaine de recherche, en tant que femme dans la société, etc. Ça a aussi façonné mes observations et mon approche de travail de terrain. Donc j'essaie de toujours rester connectée aux personnes concernées. Je travaille par exemple sur la question de l'alcool. Il est important pour moi en fait de mener ces questions d'alcool avec des personnes qui subissent les risques liés à l'alcool, donc des personnes alcooliques qui ont été alcooliques, des femmes qui ont été battues, etc. Donc de ne pas approcher la question par le haut, par moi en tant que chercheuse en santé publique.
Et puis, ça a aussi façonné mon expérience en tant que personne confrontée à des obstacles dans le milieu universitaire. Donc, la façon dont ce que je vais vous présenter et ma façon de travailler, elle est très à la marge. Même dans mon domaine de recherche, donc sur les déterminants commerciaux, lobby, industriel et santé, on est une trentaine, une cinquantaine d'universitaires dans le monde. On doit être 2 ou 3 à avoir l'approche que j'ai. Donc, c'est pas une approche majoritaire et c'est ma perspective à moi. D'où mon intérêt, voilà, vraiment à lutter contre ces injustices épistémiques. Donc, le travail que je fais, questionner les lobbies, leur influence politique, leur influence sur la science, ça invite aussi à une réflexion sur moi, en fait, en tant que chercheuse, et dans mon domaine, la recherche, en fait, comment elle contribue en fait au capitalisme, comment elle contribue à invisibiliser certaines populations, etc. Donc ça, je vais un peu rentrer dans le détail. Du coup, j'ai publié 2 séries dans le Lancet en 2023, une série sur les déterminants commerciaux de la santé. En novembre 2025, à la fin de l'année dernière, on a publié sur l'alimentation ultra transformée. Et je ne vais pas vous présenter les publications sur l'alimentation ultra transformée, mais enfin voilà, on est très accessible dans le groupe. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je peux partager les publications. Enfin voilà, c'est une autre dimension dans laquelle je ne rentre pas dans le détail ici. Les déterminants commerciaux de la santé, on les a définis dans la série du Lancet du coup comme les systèmes, les pratiques et les voies par lesquelles les acteurs commerciaux influencent la santé et l'équité. Donc en fait, on sait que les industriels, c'est très documenté, ça fait une quinzaine d'années que je travaille là-dessus, on sait que les industriels ont certaines pratiques et un système qui est bénéfique aux intérêts des industriels, qui favorise le profit, et les industriels font tout pour que ce système se maintienne. Et donc on a documenté la façon dont tout cela marche, et je vais un petit peu aborder certains aspects. On a 4 industries, donc l'industrie de l'agroalimentaire, l'industrie des énergies fossiles, l'industrie du tabac, l'industrie de l'alcool. Tout ça, c'est 30% des décès dans le monde, c'est 50%. Un mort sur 2 en Europe, c'est dû à ces 4 industries. L'industrie agroalimentaire, qui est de là où je viens, c'est 400 000 décès par an en Europe. Plus que 1000 décès par jour. Il y a des catastrophes pour lesquelles ça fait beaucoup plus la une des journaux que cette catastrophe-là. On est à 7400 décès par jour juste à cause de ces 4 industries. On a des recommandations de santé publique, on a des scénarios, on sait ce qu'il faut faire. Globalement, à l'INSERM, il y a 15 000 personnes. Les 15 000 collègues travaillent sur le lien santé pesticides, santé perturbateurs endocriniens. Enfin voilà, il y a l'évidence scientifique, enfin le consensus scientifique, il existe. On a des recommandations internationales, on sait comment faire face à ça. Le principal obstacle à l'adoption des politiques publiques, et je pense que j'ai ouï dire que l'audience est un petit peu sensibilisée à ça, mais le principal obstacle, on le sait, c'est l'activité politique, les lobbies industriels et des acteurs qui sont très puissants et qui ne veulent pas qu'il y ait de changement. Ça, on l'a documenté. Dans la série du Lancet que j'ai mentionnée, c'est bien documenté et c'est basé sur des centaines d'études qu'on a fait. Notamment les travaux que je fais, je mentionne toujours tous les travaux qui ont été faits par les collègues qui travaillent sur l'industrie du tabac. Il y a un wiki, par exemple, Tobacco Tactics à l'University of Bath en Angleterre. Il y a à l'Université de San Francisco en Californie tout un site web avec des archives internes de documents de l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir des années 90, cette industrie, elle a été attaquée devant les tribunaux avec des mises en procès de masse, donc des populations entières qui allaient attaquer l'industrie du tabac. Les 7 dirigeants des plus grosses entreprises de tabac ont juré de ne pas savoir que la nicotine était addictive devant le tribunal. Ils ont perdu leur procès, ils ont dû donner de l'argent et des indemnités aux victimes de la cigarette, mais en plus, ils ont aussi dû partager des documents internes. Donc tous les comptes rendus de réunion, les mails qu'ils avaient partagés depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça a été partagé avec le public et ça a été scanné par des collègues qui sont à l'Université de San Francisco. Et 2 documents internes, on a su que les industriels du tabac, depuis les années 50, 40, même peut-être avant, en fait, ils savaient déjà l'impact que leurs produits avaient sur la santé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont détruit l'information, ils ont fait détruire les laboratoires, ils ont viré leurs scientifiques. Ils se sont équipés d'experts style McKinsey, en fait, des cabinets de relations publiques à l'époque, et de leur demander qu'est-ce qu'on fait. Et ben, en fait, il faut faire de la manipulation scientifique, détourner l'attention. Donc, dans le cadre, le cadre par exemple, de l'industrie du tabac, ils ont été financés de l'argent pour montrer que l'amiante était cancérigène. C'est pas faux.
mais ça a détourné l'attention du coup sur la responsabilité du tabac dans la maladie. Les industriels comme ExxonMobil sur les énergies fossiles, ils avaient des projections en 1970, on le sait, de documents internes. Leurs projections en interne par leurs scientifiques de 1970 sur les émissions, les gaz à effet de serre et sur les émissions, elles sont exactes pour 2026. Ils avaient exactement les projections. Et je trouve ça terrible parce que ce qu'ils ont fait, c'est la même chose, c'est qu'ils ont détruit en interne. Ils avaient les projections, ils savaient quel impact allait avoir leurs produits. Ils ont détruit, ils ont fait des campagnes de communication, des campagnes scientifiques pour montrer que c'était autre chose. Et en fait, tous les industriels, pour toutes les industries, donc j'ai étudié agroalimentaire, on étudie l'alcool, on est en train de faire des travaux sur les lobbies de la route. Enfin, d'une industrie à l'autre, c'est les mêmes techniques. Moi qui suis ingénieur agroalimentaire, c'est pas vraiment surprenant parce qu'en fait, vous êtes pas formé pour travailler sur un produit en particulier. Vous pouvez vous recycler d'une industrie à l'autre quand vous faites du marketing, quand vous faites du process. Enfin voilà. Et ça, en santé publique, on avait tendance à penser qu'il y avait juste le tabac qui était horrible et que les autres n'utilisaient pas les mêmes pratiques. Avec 15 ans de recul et 15 ans de recherche, on sait que tous ces industriels utilisent les mêmes pratiques. On l'a documenté, on a des classifications. Donc on a là, par exemple, ces déclassifications, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a mentionné avec les collègues des classifications communes à l'agroalimentaire, tabac, alcool et jeux de hasard. C'est les mêmes pratiques d'influence. Ils vont voir nos décideurs politiques, ils influencent la science, ils essayent de se faire passer pour des acteurs de santé publique. Donc par exemple, l'industrie de la voiture, plutôt que de questionner le tout voiture, c'est de proposer de l'électrique. L'industrie agroalimentaire, plutôt que de questionner l'alimentation ultra transformée, c'est de changer un petit peu les ingrédients, mais le produit reste le même et toujours aussi mauvais pour la santé. L'industrie de l'alcool, c'est de proposer du zéro alcool. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, chez les jeunes, l'alcool diminue et donc il faut quand même normaliser la présence d'alcool avec du 0%. Du coup, ils ont pu re-rentrer dans les stades, ils ont pu re-rentrer en fait dans plein d'espaces autour des écoles et tout ça. Et c'est pas du tout une mesure de santé publique, c'est juste une mesure parce qu'ils étaient en train de perdre des parts de marché. Chez tous les industriels, c'est comme ça. Il y a un questionnement de la population, ils vont essayer de rattraper le public pour pas qu'en fait il arrête de consommer chez ces industriels. Il y a des petites choses en fait que j'aime bien mentionner, y compris avec mes collègues experts, parce qu'il y a 2 jours, j'ai revu une publication encore avec des collègues et en fait ils font l'erreur. Il y a une différence entre le conflit d'intérêts et ce dont je parle, les déterminants commerciaux de la santé. Le conflit d'intérêts, c'est une discussion qui a débuté par des connaissances concernant le marketing pharmaceutique. Donc dans la littérature médicale, dans le domaine de la santé, on sait que les médecins, quand ils ont un conflit d'intérêts, ils vont prescrire des médicaments qui sont de moins bonne qualité, qui sont plus chers. Ça a été documenté notamment en France. Versus les déterminants commerciaux de la santé, où on parle beaucoup de l'industrie du tabac, pas tellement de la pharmaceutique. Et du coup, on a 2 approches assez différentes sur les 2 questions. J'essaie de faire un schéma un peu simple pour expliquer la différence entre les deux. En fait, à gauche, vous avez une entreprise qui essaye d'influencer une personne ou une institution. Ça, c'est vraiment de l'influence. Donc ça, c'est tout ce qui est lobby, etc. Il y a d'un industriel à une tierce personne. Alors que le conflit d'intérêt, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui décide d'investir, par exemple, un homme politique décide d'investir chez Coca-Cola parce que ça rapporte de l'argent. Il va y avoir un conflit d'intérêt. Par contre, peut-être que Coca-Cola n'a rien à voir dans le fait que la personne va investir. C'est des choses différentes. Et puis l'inverse, c'est vrai aussi. Il peut y avoir une entreprise qui va, par exemple, donner du matériel dans les écoles à un enfant. Ça, c'est de l'influence, mais l'enfant, il n'aura pas de conflit d'intérêt. Enfin voilà, l'enfant, il repart chez lui, il ne travaille pas en santé. Enfin, ça n'a pas de conséquences sur la société. Dans le cas de l'influence, entre l'entreprise et le professionnel de santé, le risque, en fait, c'est que les industriels, du coup, ils sont présents partout. Partout, on pense en termes de profit. Partout, on pense en termes d'économie, de partenariat avec ces industriels. On ne questionne pas, en fait, le fait de travailler avec eux. Le risque avec le conflit d'intérêt, par contre, c'est la corruption. C'est une personnalité politique acceptant ou ayant des parts chez Coca-Cola, acceptant un cadeau d'une industrie, c'est un risque de corruption. Donc dans ce cas-là, c'est interdit au niveau politique. Alors que le risque de capture, le risque d'influence, il est beaucoup moins contrôlé à l'heure actuelle. Le conflit d'intérêt, du coup, on arrive un petit peu à des aberrations.
Parce que les gens qui travaillent dans mon domaine sur alcool, tabac, sur les déterminants commerciaux, c'est surtout alcool, tabac, énergie fossile, etc. Ils font ça avec de l'argent de l'industrie pharmaceutique, parce que nous, on est dans le domaine de la santé. Et la plupart de mes collègues, en fait, qui font des rapports sur le tabac, enfin sur alcool et tout ça, en fait, ils prennent de l'argent de ces industriels, Lilly, AstraZeneca, Sanofi, etc. Ils comprennent pas que c'est un problème parce qu'en fait, ils n'ont pas cette littérature sur l'industrie pharmaceutique, sur le conflit d'intérêts. On a deux domaines séparés. Il y a des gens qui travaillent sur le conflit d'intérêts et la pharma, et il y a des gens qui travaillent sur le tabac, alcool et le système, système agroalimentaire et tout ça. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de faire converger ces choses-là, parce qu'en fait, c'est le même problème, c'est la même chose. C'est pas plus acceptable d'accepter de l'argent de l'industrie pharmaceutique que d'en accepter de l'industrie du tabac, parce que les effets et les problématiques de santé sont bien documentées dans les deux cas. On sait très bien que ça biaise complètement la science, on sait très bien que ça empêche de changer les politiques publiques, etc. Au niveau de l'individu, le conflit d'intérêt, le risque, et c'est pas exhaustif, c'est du coup, c'est surtout dans le domaine de la médecine, il y a un manque d'intégrité scientifique, un manque d'indépendance, et on est moins enclin à critiquer. Donc, quelqu'un qui reçoit pour de la vaccination, pour faire de la vaccination de l'argent d'un industriel ou de plusieurs industriels d'ailleurs, peu importe, on sait voilà que c'est vous allez favoriser l'industriel avec lequel vous travaillez. Du côté système, les risques de ces déterminants commerciaux, le risque de travailler avec l'industrie du tabac, etc., c'est plutôt qu'on biaise et on manipule des domaines entiers de recherche. Donc, par exemple, en nutrition, il y a tellement d'argent de l'industrie agroalimentaire qu'on va parler de sujets qui ne sont pas très importants, tel ou tel nutriment est censé améliorer la santé, alors qu'en vrai, on sait que ce n'est pas du tout la principale problématique de santé. La principale problématique de santé, c'est la mauvaise alimentation. Si les gens mangeaient et suivaient des régimes alimentaires plus alignés avec les recommandations, ils seraient en meilleure santé. Mais en fait, la littérature est tellement abondée de financement de l'industrie qu'on en arrive à regarder des petits nutriments qui peuvent servir de publicité aux industriels. Il y a tel nutriment dans mon chocolat, il y a telle vitamine dans mon yaourt, mais c'est infime, mais ça pollue la littérature scientifique. On a aussi une médicalisation de la santé. Donc on a tendance à penser beaucoup en termes de, par exemple, l'alcool, je vais faire du 0%. On pourrait aussi boire de l'eau. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de vendre un autre produit. La cigarette, il y a la e-cigarette, on pourrait aussi ne pas fumer, du coup ne pas polluer avec les objets. On a tendance en fait à penser en termes d'une solution, mais qui va continuer à exister sur le marché. Alors que non, on parle plutôt, l'important c'est plutôt un droit en fait à une bonne santé qui passe pas forcément par un produit alternatif. Le secteur public aussi, du coup, parce qu'il y a tellement de financement dans la recherche et puis dans d'autres domaines. Dans plein de domaines, dans le milieu associatif, j'en ai pas mentionné plein, mais il y a tellement en fait d'argent des industriels que le secteur public se désengage. Si vous passez 90% de votre temps à travailler sur des sujets parce que vous avez eu de l'argent grâce à Ferrero, grâce à d'autres entreprises, Coca-Cola, etc., c'est un temps que vous passez pas en fait à demander de l'argent à votre gouvernement parce que vous n'avez pas d'argent pour faire d'activité. Et les gouvernements, ça les arrange plutôt pas mal que les industriels soient là, du coup, ils n'ont pas besoin d'investir. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Du coup, en termes de solutions, au niveau individuel, au niveau des médecins, ce qui est demandé à l'heure actuelle, c'est plus de transparence, c'est questionner les individus. Donc nos médecins, par exemple, ont des déclarations, il y a une base de transparence pour tous les médecins, c'est l'industrie pharmaceutique qui déclare à qui elle a donné des financements. Pour l'instant, ça se base sur la transparence. C'est surtout ça l'enjeu au niveau des solutions. Au niveau des systèmes, si on parle de déterminants commerciaux à droite, c'est plutôt la mise en place de politiques publiques, une remise en question du système politique et économique actuel. Donc on a des approches qui sont un petit peu différentes aussi quand on parle de conflits d'intérêts ou déterminants commerciaux. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, du coup, c'est la première publication du Lancet. Si ça vous intéresse, je vous invite à la lire. Dans la première publication du Lancet, du coup, sur les déterminants commerciaux de la santé, ce qu'on a expliqué finalement, c'est que, alors au milieu en jaune, c'est les gens qui sont malades. Ça c'est bien documenté. L'impact de toutes ces industries sur la santé. Alors ça, on a pléthore d'informations. On sait que les environnements, c'est en vert, ça favorise ou ça défavorise certaines populations. Est-ce que, par exemple, j'ai rencontré une candidate à l'élection présidentielle qui me disait qu'elle, dans sa circonscription, il y a 0 magasin bio.
Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous alimenter bio dans certains déserts en France alimentaires. Donc ça, c'est l'environnement, et ça, c'est au-delà du choix individuel, on le sait. Et puis ensuite, en bleu, on a tout ce qui est politique publique. On sait qu'on a des déserts alimentaires parce qu'il n'y a pas de politique forte pour contraindre les industriels soit à ne pas s'implanter à certains endroits, soit favoriser l'agriculture bio. Enfin voilà, il y a plein de politiques publiques qui pourraient être mises en place pour favoriser tout ça. L'extérieur du demi-cercle là en bleu, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a des politiques publiques aujourd'hui qui sont comme ça, qui favorisent les intérêts industriels plutôt que la santé. Pourquoi ? Et c'est documenté, et c'est la couverture de ce numéro du Lancet. On vit dans un système en fait néolibéral et capitaliste qui est incompatible avec la santé humaine et planétaire. D'accord ? Ça, c'est la couverture du Lancet. Je travaille pour la santé publique, donc je vous donne le point de vue de la santé. C'est à mettre en fait sur la place publique et en fait à décider démocratiquement de ce qu'on fait ensuite. Donc je mène par exemple samedi, je vais mener un jury citoyen en Irlande. Je travaille depuis 2021 en Irlande. En fait, il faut réunir le public, il faut que les gens qui ont des divergences politiques, d'opinion, etc., puissent être au courant de cette information, puissent délibérer ensemble. La santé, c'est juste un aspect, et il n'y a pas que ça qui compte dans les calculs de la vie de tous les jours. Mais il est important que les citoyens soient informés, et globalement, on sait que quand on informe les gens, peu importe les opinions politiques, ils vont plutôt favoriser leur bonne santé. Enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais, Kevin. Enfin, voilà, les gens sont quand même très sensibles à leur santé. Et du coup, quand on étudie ce système-là, en fait, très concrètement, il y a le petit cercle en haut à gauche, c'est ce qu'on étudie au jour de jour. En fait, moi, ma façon de travailler, c'est d'étudier les pratiques des industriels. Et donc, il y a des pratiques politiques, des pratiques scientifiques, la gestion de la réputation, le marketing qui est connu, les chaînes d'approvisionnement de déchets, la façon dont sont traitées les personnes aussi sur les chaînes de travail. Et puis tout ce qui est financier. Donc sur les chaînes de travail, par exemple, je fais de la recherche participative avec une personne qui a travaillé chez Peugeot toute sa vie, qui était fan de voitures, qui était à la qualité et qui était persuadé qu'il essayait d'améliorer les véhicules. En fait, il s'est retrouvé avec un cancer à la fin de sa carrière. Il a bifurqué et maintenant il est activiste pour les transports en commun en Ille-et-Vilaine, dans mon département. Et en fait, on travaille avec lui parce que c'est vrai qu'on parle de toutes ces grosses industries, mais en fait, dans ces industries, la plupart des gens en fait souffrent. Un autre exemple, c'est sur l'exemple des PFAS. On m'avait demandé de relire un papier qui était basé sur des documents internes qui avaient été obtenus par des scientifiques. Les PFAS, dans les années 70, un gros industriel en fait avait remarqué que sur la chaîne de fabrication, les femmes enceintes avaient tendance à avoir des enfants qui avaient des malformations. Ils ont fait une enquête en interne. Ils ont vu qu'il y avait une corrélation entre l'exposition aux PFAS pour la chaîne de production des poêles et autres produits et les malformations. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit l'information, ils ont plus mis de femmes sur ces chaînes-là, mais les femmes, elles n'ont jamais été dédommagées, enfin, elles n'ont jamais su, en fait, qu'il y avait eu ces conclusions qui avaient été tirées. Donc, les travailleurs dans ces industries, c'est les premières victimes de ces mêmes industries. Donc, en fait, je suis syndicalisée aussi, et donc, c'est des questions qui sont importantes à avoir avec les travailleurs, parce que les gens veulent aussi bifurquer. Les gens qui travaillent dans l'armement, les gens qui travaillent sur la voiture, etc., ils sont bien au courant qu'ils font des choses qui sont peut-être pas compatibles avec la santé humaine et planétaire. Mais du coup, il faut qu'il y ait un dialogue, ce qui n'existe pas pour la plupart de mes collègues. On a tendance à dire Big Food, Big Pharma, etc. Mais en fait, dans Big Food et dans Big Pharma, il y a énormément de victimes aussi. La troisième publication, pour venir un peu sur les solutions, je vais pas rentrer pareil dans le détail, mais la troisième publication, et c'est là où en fait je travaille beaucoup sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'après 15 ans de travailler sur le problème, c'est un peu déprimant, donc on a envie de travailler sur les solutions aussi. Bon, alors ce qu'on demande, c'est que nos États et les organismes internationaux, alors là je suis un peu déprimée cette semaine sur les Nations Unies, avec qui je travaille par ailleurs, mais ils ont de moins en moins de pouvoir, on va dire, mais qui soient moteurs de cette demande de changement. La société civile, il faut vraiment pas négliger. Alors pour avoir habité dans plein de pays, j'ai pas mentionné, mais ma carrière est très internationale, Pacifique, Amérique latine, Europe, etc. La société civile, en fait, l'auto-organisation collective, si petite échelle qu'elle soit, elle est énorme. Quand ensuite ça prend un peu d'ampleur, ou quand on arrive à rassembler des réseaux, etc. Et on sait que c'est ça, avec aussi du journalisme d'investigation, c'est ces choses-là
qui permettent de continuer à questionner, de donner voilà, de l'importance à un sujet et de faire en sorte que les gens ne dépriment pas. Et puis ensuite, bon, on dit juste que les acteurs commerciaux, déjà, s'ils arrêtaient de mettre des bâtons dans les roues, ce serait déjà pas mal. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils vont transformer quoi que ce soit. De juste pas faire du lobby, ce serait déjà bien. Et on disait que la question, ce n'est pas est-ce que le monde a les ressources ou mettra en place ces actions. Dans le Lancet, on a marqué que si on ne fait pas cela, en fait, l'humanité ne survivra pas en fait à la problématique actuelle. Hein. On étudie des mécanismes, du coup, alors à petite échelle, c'est déjà pas mal. On est en train de regarder au niveau de nos gouvernements quels mécanismes sont mis en place pour essayer d'éviter les lobbies, éviter ou limiter ces lobbies. Donc par exemple en Irlande, on a documenté au niveau du gouvernement irlandais, est-ce qu'ils avaient de la protection des lanceurs d'alerte? Est-ce qu'ils ont des limites aux dons aux partis politiques? Est-ce que les gens peuvent recevoir des cadeaux ou pas de l'industrie? On sait, alors c'est un peu déprimant, parce que l'Irlande par exemple, sur 23 mécanismes qu'on avait repérés dans la littérature, ils en ont mis 16 en place. Et pourtant, c'est un pays qui continue à avoir énormément de lobby. Le problème, c'est quoi, en fait? Et ça, moi, je l'ai documenté dans d'autres pays, en Amérique latine notamment. Le problème, c'est qu'on a une élite politique et une élite économique qui grandissent ensemble, se voient le week-end. Enfin, c'est vraiment ce que ces gens-là m'ont rapporté. Et que, tant que c'est les mêmes cercles de personnes, on aura beau mettre des mesures en place, ce sera très très compliqué en fait de vraiment changer les choses. C'est bien d'avoir des mesures en place, c'est bien qu'on soit informé. C'est bien que les choses soient transparentes, mais dans le fond, il n'y aura pas un grand changement. Du coup, moi, j'ai vécu au Chili en 2019 quand il y a eu des manifestations. Et ça a été un tournant dans ma carrière et ça a été un tournant pour notre discipline, du coup, des déterminants commerciaux de la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis arrivée et je voulais interroger sur les lobbies de l'agroalimentaire. On m'a dit, ici, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'association de consommateurs. Le pays est très développé, hein, par rapport à d'autres pays en Amérique du Sud, c'était très très développé. Il n'y aura personne qui va te parler. Bon, le premier mois, du coup, ça a été très calme. Et en fait, du jour au lendemain, il y a eu des manifestations, parce qu'en fait, les jeunes ne peuvent plus s'éduquer, enfin, l'éducation est privée, les rivières sont asséchées, enfin voilà, il y a plein de problèmes. Et tout d'un coup, dans une population où on a l'impression qu'il n'y avait rien, et ben en fait, ça a pété. Et sur les murs de Santiago, il y avait des tags qui disaient que le néolibéralisme nous tue, etc. Alors qu'en fait, c'est le berceau du néolibéralisme. C'est là où en fait on a testé les politiques néolibérales dans les années 70-80 parce qu'il y avait un dictateur, Pinochet, et donc c'était possible de tester ça. En effet, le pays s'est bien développé, mais 2019, en fait, les gens ne bénéficient plus de ce développement, notamment les jeunes générations. Et moi, du coup, ce qui a été vraiment important dans ma carrière, c'est que les gens, même du coup d'une certaine classe économique, m'ont dit qu'ils avaient peur, eux, voilà, ils n'avaient jamais levé leur voix parce qu'ils vivaient sous dictature, mais qu'ils étaient super heureux que la jeune génération, en fait, pose les limites et explique que ce système, en fait, il est incompatible avec la santé. Du coup, les gens avec qui je voulais parler, c'était sur l'agroalimentaire et les lobbies agroalimentaires, mais en fait, ils m'ont tous détourné les entretiens que je leur faisais. Ils me disaient non, mais c'est le système néolibéral. Là, tu nous parles de l'agroalimentaire, mais en fait, si on parle pesticides, si on parle agriculture, etc., le problème, c'est qu'il faut qu'on change de système politique et économique. Donc là, c'est la couverture du Lancet. Hein, c'est ce que j'utilise en fait. Hein, c'est quand même quand je fais ces présentations dans mon domaine, on me dit que c'est idéologique, que je suis militante. Enfin, c'est mon premier entretien avec les RH à l'INSERM, c'était t'es pas militante, t'es scientifique. Enfin, c'est des choses qui sont documentées dans le Lancet. Là, je parle de la plus grande revue médicale. C'est pas questionnable. D'un point de vue scientifique, il y a un consensus. Je travaille avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent, parce qu'on a ces travaux en fait qui sont derrière, et le consensus il est là. Alors après que les collègues l'acceptent pas, je l'entends, parce qu'ils travaillent beaucoup avec la pharma. On m'a dit que mes travaux contribuaient au complotisme, voilà, parce que évidemment je montre Big Food, je manque Big Pharma, enfin voilà, donc c'est moi qui alimente le complotisme. Mais la vérité c'est que c'est factuel et qu'en fait il faut peut-être se poser des questions aussi de pourquoi on travaille avec ces industriels. Je voulais mentionner quelques petits points du coup en ouverture. Donc j'ai tout un projet de recherche sur les intimidations qu'on reçoit, parce que partout dans le monde du coup, et surtout dans les pays du Sud, hein, j'ai habité en Amérique latine notamment, dans le Pacifique, les collègues sont très isolés, parce qu'en France on est quand même, voilà, il y a des beaux espaces, mais vous faites ce genre de discussion en Amérique latine, on doit mettre nos téléphones dehors parce qu'on est sur écoute, on est suivi, les gens ont des menaces de mort, vos universités vous suivent pas du tout, enfin ici c'est le cas aussi en fait, hein, même si vous dites le taux de sucre dans une canette de soda, vous avez un procès, et donc du coup moi le pari que j'ai fait c'est d'aider ces collègues
en fait, en faisant des recherches internationales, c'est les mêmes industriels d'un pays à l'autre. Enfin, Ferrero, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est le pire. Je ne sais pas si j'aurai un procès, c'est pas très grave, mais c'est les pires en fait industriels. Alors j'ai pas mentionné, mais je suis aussi italienne. Mon papa était franco-italien. C'est une mafia. Hein, je le dis parce que je suis italienne. Ferrero, c'est une mafia. Donc en fait, Ferrero, ils passent par leur ambassadeur. Ils vont pas faire eux-mêmes du lobby. Et ils passent par leur ambassadeur et du coup c'est beaucoup plus subtil. Pour les collègues c'est beaucoup plus intimidant parce que du coup c'est l'ambassadeur et c'est pas vraiment l'industrie. Et en fait ça on le documente du coup on a fait une revue de la littérature, j'ai fait une trentaine d'entretiens. On sait que les industriels d'un pays à l'autre, même la même industrie, elle va être beaucoup plus agressive dans les pays du Sud où vous avez aucune association, vous avez personne en fait pour protéger les collègues. Et donc du coup mon pari à moi c'est d'être une alliée de ces collègues-là, de les visibiliser et de dire enfin vous n'êtes pas tout seul, en fait on est tous dans le même bateau, nos industries elles sont basées ici en Europe et aux États-Unis et en fait elles ont des comptes à rendre ici aussi pour ce qu'elles font dans le Sud. J'ai une approche aussi décoloniale de la santé parce qu'en fait on sait que les industries aujourd'hui, la façon dont elles abîment notre santé, elles abîment cette santé dans les pays du Sud. Donc l'agroalimentaire, par exemple, ils ont des enfants esclaves sur les plantations de cacao, hein, les grandes marques Nestlé, Mars, etc. Ils ont des enfants esclaves sur leurs plantations, ils déforestent en Asie, ils font de l'extractivisme, mais même de personnes qui sont mal payées. Enfin voilà, donc en fait, cette question 50% de ce qu'on consomme dans notre pays du Nord, ça vient des pays du Sud. Donc en fait, on consomme aux dépens d'une partie de l'humanité. Et ça, pour moi, du coup, c'est hyper intéressant et hyper important de travailler là-dessus. J'ai beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à aborder là-dessus, mais c'est une question assez primordiale. Alors je mentionne ce bouquin que j'ai adoré, La fabrique de l'émancipation, c'est Sociaux. Et ça parle, ça parle d'un changement en fait, de vraiment changement sociétal qu'on a besoin d'avoir au niveau sociologique. Il faut changer de système politique et économique. Enfin ça, depuis la santé, on le sait. Donc je travaille sur ce qu'on appelle des innovations démocratiques. On sait que la démocratie représentative, ça ne marche pas du tout parce que nos élites économiques, nos élites politiques ne représentent pas les intérêts de la population. Il faut faire ce qu'on appelle de la démocratie participative. Il faut faire de la démocratie délibérative. Donc ça, c'est les gens qui viennent de tout horizon différent viennent discuter ensemble d'une problématique. On arrive à un consentement sur qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est des formes de démocratie qui a vraiment besoin de creuser. Et donc, c'est ce que je fais dans mes travaux. C'est la façon dont je travaille. Je fais des jurys citoyens, etc. Ça, c'est dans le domaine ça vient des sciences politiques, les innovations démocratiques. Du national, international, où j'avais tendance à beaucoup regarder les lobbies au niveau national, et ce qui était hyper important, enfin, on a fait des cartographies, ça a beaucoup fait avancer la littérature. Je m'intéresse aussi énormément à l'auto-organisation, parce qu'on a tendance à la sous-estimer. Il y a par exemple des fermes municipales, il y a 10 fermes municipales en France. Ça a démarré avec une ferme municipale à Montsartou, où c'est la municipalité qui s'empare de cette question d'alimentation, qui se dit je reprends la main dessus, je produis local, je produis bio, les enfants peuvent venir regarder comment c'est produit, et je nourris tous les services publics avec ça. Et du coup, c'est un commun qui appartient aux citoyens de ma commune. Et en fait, ils se sont organisés en 10 villes parce que, évidemment, la FNSEA, les gros lobbies agricoles, ne veulent pas de ce modèle-là. Mais du coup, en étant auto-organisés, si petit l'action elle est, en fait, elle a quand même un impact. Et elle dérange quand même le système dominant. Il faut un équilibre. Au Brésil, par exemple, depuis qu'il y a Lula qui est revenu, il a instauré au niveau national l'obligation d'avoir des repas dans les cantines qui ne soient pas ultra transformés, qui soient locaux et faits par des paysans. Donc c'est important d'avoir des choses par le haut, mais il est extrêmement important d'avoir des choses par le bas aussi. Et vraiment, face au régime autoritaire qu'on a aujourd'hui, où tout peut vriller en fait du jour au lendemain, c'est hyper important de défendre les choses qui sont par le bas. Donc moi là tout de suite, par exemple, en tant que chercheuse racisée, mon urgence, et j'essaie de m'organiser avec les collègues, c'est comment on fait pour défendre un système de santé très local, au cas où, au niveau national, et on le voit avec le démantèlement de l'ARS, de Santé publique France, quand tout ça, ça va être démantelé parce que ça va arriver, comment est-ce qu'on fait au niveau local pour que nos citoyens ils aient accès à une alimentation, à une bonne santé, enfin voilà, comment est-ce qu'on préserve ces choses-là au niveau local? Ça a l'air petit,
Mais en fait, voilà, ça part de ces choses-là, et c'est comme ça en fait qu'on va réussir à protéger le peu qu'on peut protéger. Je disais que je fais de la recherche participative aussi, donc voilà, ça c'est une approche de la recherche. Je défends beaucoup l'art aussi dans la recherche, parce que je travaille avec des citoyens, et écrire des publications, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Donc du coup, on fait des collages, on a d'autres pratiques pour s'exprimer, qui donnent un peu plus de pouvoir aux citoyens. Les collègues qui travaillent avec moi, les chercheurs citoyens, quand ils arrivent, ils débarquent, ils me disent mais moi je suis pas du tout scientifique, enfin je connais pas tout ce que tu connais sur la littérature, mais en fait il y a pas besoin. Ils ont leur expérience de vie, leur expérience de ressenti, etc. Et en fait à travers l'art on l'exprime, et c'est aussi une forme de résistance à la domination de la publication scientifique, à devoir payer des conférences, etc. Il y a d'autres formes d'appropriation des connaissances et de protection aussi d'autres formes de dissémination et d'expression de la recherche. Au sein de mon groupe aussi, c'est hyper intéressant, évidemment, parce que là, c'est beau d'avoir des grands discours, mais si vous n'êtes pas cohérent dans votre pratique, ça sert à rien de faire tout ça. Donc, au sein de mon groupe de recherche, on a aussi des questionnements sur les prises de parole. Il y a ce qui s'appelle la recherche hélicoptère, donc c'est aller dans un pays du Sud. Là, j'aurais été au Brésil, j'aurais fait des recherches, je reviens et puis c'est fini. Enfin, j'ai plus de lien. Moi, le but, c'est de former des collègues dans les pays du Sud. Quand ils m'appellent, je leur dis mais en fait vous avez déjà ce qu'il faut sur place. Enfin voilà, donc c'est d'essayer de faire monter en compétence les collègues là où ils sont, de questionner quand il y a des panels que d'hommes par exemple. Enfin voilà, c'est aussi des petites choses comme ça, mais qui sont importantes auxquelles il faut faire attention. Il y avait une série dans le Lancet. Alors j'ai beaucoup de backlash parce que j'ose ouvrir ma bouche. Je sais pas si c'est très bien, mais dans le Lancet, il y avait une série par exemple sur l'allaitement qui est sortie en 2023. Et la plupart des auteurs, la majorité des auteurs, et notamment ceux en position hiérarchique importante dans les publications, le premier auteur, dernier auteur, c'était que des hommes. Donc j'ai le contenu, il cite aussi mes travaux, je veux dire, c'est le contenu scientifique, il n'y a pas à questionner, était très bien. Mais pourquoi sur une question qui touche quand même 100% la femme, l'allaitement, pourquoi est-ce qu'on a des auteurs mâles? Bon, alors les auteurs n'étaient pas contents parce que ça entache leur réputation. Enfin voilà, j'étais censée dire que tout était bien, tout était rose. Mais quand j'ai fait ça, bon, les femmes qui se sentaient blessées par ça, m'ont dit que voilà, c'est aussi important de le mentionner. Donc c'est des choses où en fait je peux pas être incohérente avec moi-même et ne rien dire, même si c'est des collègues que j'apprécie par ailleurs qui font de la bonne science. S'il y a des incohérences en fait dans les injustices, voilà, je le mentionne. Voilà, merci.